on a besoin de ces rassemblements autour d'artistes populaires comme on a sur Saint-Jean-d'Acre, c'est une évidence. Mais on a aussi besoin d'endroits plus intimes et d'expériences un peu différentes. Et je crois que le chemin qu'on prend pour 2040, c'est ce qu'on imagine au village Franco-Océan, c'est ce qu'on imagine avec les balades chantées, quand on fait des balades pour 20 personnes dans les rues de La Rochelle où il y aura des petits happenings musicaux. C'est ce qu'on imagine quand on est à l'école d'or, où on discute autour de la chanson. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, vous êtes la co-directrice du Festival des Francopholies. La première question, pardon, je vais vous demander de présenter ce petit festival en quelques phrases. Très bien. Donc les Francopholies, c'est déjà bien plus qu'un festival, donc c'est toujours bien de le représenter. C'est vraiment un projet sur lequel on est une équipe d'une dizaine de personnes à La Rochelle à travailler tout au long de l'année. À l'automne, on travaille plutôt à faire intervenir des artistes dans des classes pour travailler autour de la chanson, l'écriture, la lecture, l'expression, l'imaginaire. Au printemps, on travaille avec des jeunes artistes émergents qui viennent travailler ici avec nous à La Rochelle et qu'on retrouve ensuite sur le festival. Et donc pour revenir à votre question précisément, le Festival des Francopholies, c'est un festival qui se tient à La Rochelle tous les étés autour du 14 juillet, qui présente une centaine d'artistes chaque année, qui a cette spécificité de proposer des concerts, mais aussi des folles rencontres et des ateliers. Donc un moment où on peut parler musique, écouter de la musique, vivre avec la musique de 11 h du matin à parfois très tard la nuit. Et montrer aussi qu'on peut produire ce type de manifestation qui est gourmande en ressources, en énergie, mais le faire de manière vertueuse. Et c'est pour ça qu'on vient vous embêter aujourd'hui. On va essayer de gratter un petit peu pour voir comment est-ce que le Festival des Franco et ce qu'il y a autour, on peut en parler, s'inscrit dans une démarche de transition écologique et solidaire. La deuxième question, c'est ça, c'est vous, pour vous, c'est quoi la transition écologique et solidaire ? Alors du coup, très bonne question déjà, je pense que c'est vivre avec son temps, voire essayer de prendre un petit peu d'avance et d'anticiper les changements de comportement qu'on doit avoir au quotidien et aussi dans les événements qui nous rassemblent. C'est à la fois de garder la force du collectif, c'est-à-dire de ce moment où face à un concert, on sourit d'une même émotion, on pleure d'une même émotion ensemble avec des inconnus, et ça je pense que ça crée la culture commune, et ça c'est important, c'est ce qui nous motive dans ce qu'on fait au quotidien avec l'équipe. Et à la fois il faut arriver à penser tout ça dans son temps et avec les enjeux sur les ressources, sur des productions qui soient plus durables. Donc voilà, donc c'est une démarche finalement engagée. On est un événement certifié depuis septembre 2021 de la norme ISO 20121. Donc cette norme, elle nous engage dans une démarche avec des objectifs à 2030 et elle vient aussi montrer tout le travail qui est fait depuis presque 20 ans aux Francopholies sur tous ces enjeux qui vont du tri des déchets à l'accompagnement des jeunes artistes pour faire tout le spectre de ces transitions nécessaires. Et on va balayer tout ça. On a découvert l'engagement des Franco l'année dernière lors d'un brunch organisé conjointement par vous et La Rochelle Technopole. Et vraiment, on a été très agréablement surpris de constater que vous adressiez un peu tous les problèmes des consommations énergétiques sur place, des consommations alimentaires, comment est-ce qu'on trie les déchets justement. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un panorama? Vous pouvez être exhaustive et oublier de l'être, c'est pas grave, parce que je vous relancerai et j'irai gratter un peu pour vous embêter. Très bien. Oui, on a voulu faire ça avec la Technopole de La Rochelle l'année dernière. L'idée, c'était à la fois de rassembler des entrepreneurs qui localement sont aussi engagés sur ces sujets, de discuter, d'échanger avec eux sur les solutions qu'on a trouvées les uns les autres et qu'on peut donc partager. Et c'est vrai que les Franco sont finalement un entrepreneur comme les autres, avec des endroits où on a trouvé des solutions et d'autres où on n'en a toujours pas et du coup on cherche. Donc nous, dans la certification, si on prend sur ce spectre-là, on a 17 enjeux, donc ça en fait beaucoup. Certainement que de tête, je vais en oublier un certain nombre. Donc je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du tri des déchets, en tout cas si on prend sur celui-ci, parce que il est facilement visible par tout le monde. L'objectif à cet endroit-là, on sait très bien que c'est de produire le minimum
de déchets. Donc ça va par exemple le principe aujourd'hui de ne plus du tout avoir de petites bouteilles d'eau sur le site. Donc ça aussi dans le cadre d'une réglementation en cours, hein, il y a les efforts, donc c'est une transition qu'on a commencé en 2019, donc on est content de l'avoir commencé puisque aujourd'hui ce n'est techniquement plus possible. Donc après on trouve des solutions, donc on a un partenariat avec Tetra Pak qui nous permet de fournir des petites bouteilles en carton, notamment au point de vente des bars, mais on a aussi installé 70 points d'eau et de fontaines qui cette année seront réfrigérés, puisque l'année dernière il y avait ces points d'eau mais l'eau pouvait arriver un petit peu chaude, donc les gens, c'était pas idéal, et là cette année ils sont réfrigérés. Donc pour faire ça on a travaillé avec notre plombier, qui est le plombier des Francophiles depuis très longtemps, et avec qui a trouvé un système pour réfrigérer l'eau avant qu'elle n'arrive au robinet. Donc ça c'est une chose. Par exemple, alors après il faut être tout à fait astucieux. Là aujourd'hui sur le montage et démontage c'est la même chose, on ne peut pas fournir de petites bouteilles d'eau, donc les gens sont équipés de gourdes pour la plupart, en tout cas on les y invite et encourage, mais il faut recharger ces gourdes, donc on peut se rendre jusqu'à la fontaine, mais on a aussi mis en place avec la protection civile le fait de venir charger avec un petit chariot les gourdes ou les verres, les gobelets que les techniciens, les techniciennes ont sur site. Donc là, je suis très longue, moi je parle beaucoup. Donc si je commence chaque enjeu comme ça, on risque voilà, petit aparté. Donc voilà. On peut reprendre parce que là non, on va prendre quelques exemples. On va pas balayer. On va tout balayer, d'accord. Mais on sait par exemple que dans la transition écologique, l'alimentation c'est un point important, réduire sa consommation de viande. Est-ce que vous proposez par exemple de la restauration qui soit plus végétale? Tout à fait. Alors elle est plus végétale, donc on a commencé aussi petit à petit. Hein, l'année dernière on est passé à 50%, donc jusqu'à présent, jusqu'en 2022, on demandait aux restaurateurs, au catering, à tous les espaces de restauration d'avoir au moins une proposition végétarienne dans leur offre alimentaire. Aujourd'hui, depuis 2022, on leur a demandé d'être à 50%. Donc s'il y a 4 offres, de voir moitié-moitié. L'année prochaine, en tout cas quand on pensera que les gens avec qui on travaille, parce que c'est aussi animer des parties prenantes comme on dit, que d'être dans une transition, qu'on a une offre de qualité qui fonctionne bien, et bien peut-être qu'on augmentera un petit peu le pourcentage qu'on leur demande pour réduire en effet tout ce qui est impactant sur l'alimentation carnée. Bon, ça c'est plutôt bien reçu par les festivaliers. C'est plutôt très bien reçu par les festivaliers. Cette année, on aura des saucisses végétales. Donc, on va voir des hot dogs charentais qu'on fait avec des saucisses végétales. Donc, on va voir comment tout ça prend, mais je pense que oui, les gens sont plutôt prêts. Et puis, il ne faut pas oublier, je parlais tout à l'heure de comment on ressent l'événement, nous, pour les gens qui viennent nous visiter. Un festival, c'est aussi un endroit où potentiellement, même si on est Rochelais, on peut changer nos habitudes, on peut décider de prendre le bus plutôt que de venir en voiture. Donc on peut décider de manger un peu différemment, d'essayer des choses en fait. C'est des moments aussi comme ça, le festival ou le concert où on fait des choses qui sortent un peu du quotidien, de nos habitudes. Donc on est plus ouvert à la découverte. Ça vaut pour la musique, mais ça vaut aussi peut-être pour ce qu'on a envie de déguster et de manger. Du coup, je parlais des transports, ça c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Bien entendu, on a la chance énorme à La Rochelle d'être desservi par le TGV, par les TER, par un réseau de bus sur l'agglomération assez bien tissé. Ce qui était nécessaire de faire évoluer, c'est un petit peu comment on organisait nos horaires, aménager nos horaires par rapport au service public qui est mis en place, et en collaboration avec la communauté d'agglomération pour cette édition 2023. On a donc nous décidé d'avancer d'une demi-heure le début de nos concerts, donc on commencera à 18h sur la grande scène notamment. Et on terminera donc un peu plus tôt, vers minuit, minuit 30. Et les bus de nuit, eux, au lieu de terminer à 1h, termineront à 1h40. Donc ce qui doit pouvoir permettre de garantir à toute personne qui est sur la ligne 1, 2 ou 3 de venir et de rentrer en yellow entre le 12 et le 16 juillet, puisque ça vaut pour tous les jours. Donc c'est un travail aussi de concertation avec les collectivités. Il y a cette notion vraiment quand on est dans ces démarches-là de partie prenante, et donc il faut à la fois amener des partenaires, des prestataires, notre public, et tout ça en fait ce sont les parties prenantes. Et si tout le monde ne bouge pas en même temps,
on n'a pas, ça ne marche pas en fait, hein. On va à l'échec. Donc oui, il faut savoir faire évoluer ce genre de choses. Et pour nous, avancer d'une demi-heure le début des concerts, c'était possible. Et puis pour la CDA, ça faisait un peu repousser les horaires d'arrêt du service public des bus, mais possible aussi. Donc voilà, pour ceux qui viendront en covoiturage, on a mis en place un parking spécifique qui est gratuit sur présentation du billet. C'est les personnes qui sont plus de 3 dans le véhicule qui sera au niveau des Salines, à l'ancien Parc Expo. Et on fait un travail pareil avec l'agglomération pour flécher dès la rocade que les parkings pour les Francopholies se trouvent sur l'avenue Simone Veil avec des navettes qui amènent de Simone Veil au centre-ville ou à Jean Moulin ou au nouveau parking des Salines. En tout cas, c'est par cette entrée qu'il faut rentrer en ville. Donc ça permet aussi moi, ce que j'aime bien, parce que peut-être que c'est ce que j'aime bien dans la vie, c'est quand on se rend dans un événement comme ça, que ce soit simple, que les choses s'enchaînent, qu'on n'ait pas de problème de logistique, hein. Et donc vraiment, on travaille toutes ces choses de l'amont, de comment on vient, comment on s'héberge, qu'est-ce qu'on va manger, à quelle heure se passent les choses, pour essayer que les gens le soient le plus à l'aise, du coup le plus relax et passent un meilleur moment. Et c'est vrai qu'en plus, là, on a parlé d'alimentation et de transport, et c'est les deux postes qui ont une empreinte écologique la plus importante. Tout à fait. Il y a eu un autre poste qui a une empreinte écologique importante. Par essence, c'est l'événementiel, parce que c'est beaucoup de dépenses énergétiques, c'est aussi beaucoup de dépenses de matériaux, souvent à usage un peu unique. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus pour réduire cette empreinte? Alors là, je commençais tout à l'heure par les déchets, mais on va y revenir parce que finalement, j'ai dit moins produire, donc ça c'est une évidence, on commence par là. Donc c'est vrai que toute notre scénographie, nos aménagements, quand on les a repensés entre 2015 et 2017, on a pensé des choses durables. Donc les façades par exemple, parce que peut-être qu'on les voit derrière moi, les façades de bar en fait sont les mêmes depuis un certain nombre d'années, à quelques peut-être traits de couleurs de peinture différentes. Mais là voilà, on a la chance d'avoir un site que l'on peut pas trop moduler en fait. Il est comme il est, grosso modo les bars sont en rentrant à droite, la restauration en rentrant à gauche. Et donc ces façades en fait elles sont les mêmes, réaménagées. Donc du coup on n'investit pas dans une fabrication de nouvelles façades chaque année. Donc ça c'est des choses qu'on fait évoluer. Et après il y a dans les déchets qu'on peut produire, trouver en fait les revalorisations qui sont possibles en fait. Comment on va pouvoir nous les réutiliser, donc en gardant des aménagements sur plusieurs années, ou comment on va pouvoir travailler avec des gens qui collectent et qui revalorisent les déchets. Donc voilà, donc aujourd'hui il faut à la fois travailler sur le fait de moins produire de choses chaque édition, et quand on produit, de trouver en fait les filières pour les revaloriser. Et aujourd'hui sur les Franco en 2023, on est sur 16 filières, donc on est une de plus que l'année dernière, où on va revaloriser à la fois les déchets qu'on connaît, du verre, du plastique, du carton, mais aussi les piles, même si là on est pareil en train d'investir plutôt dans des piles rechargeables que dans l'achat de piles jetables. Le bois, on travaille avec la matière par exemple, pour voilà, revaloriser les chutes de bois que l'on pourrait avoir. Là c'est pareil sur l'aménagement de bois, on ne le voit pas toujours sur site, mais il y a énormément de bois. Il y a une équipe de menuisiers d'une petite 5 personnes, il semble, qui est là depuis déjà une semaine. Et là, cette année, on a fait le choix de mettre directement en contact notre chef menuisière, puisque c'est une femme, et les équipes de la matière, pour qu'ils se parlent de bois à bois, et que la matière puisse dire, en fait, voilà, nous, on veut bien ce type de pièces, récupérer ce genre de choses. Donc, ils nous ont fait un joli support. Donc, nos menuisiers, dès qu'ils ont quelque chose qu'ils allaient jeter, ils le mettent là, et du coup, la matière a juste à l'enlever. Voilà, donc ça, c'est des choses, ça fait très longtemps qu'on travaille avec la matière. Et enfin, on est arrivé à trouver, bon, on peut le dire qu'à la fin du festival, mais en tout cas, un fonctionnement, parce que les gens dont c'est le métier se sont parlé, trouver des solutions qui nous permettent de satisfaire. Et finalement, la matière va récupérer ce matériau, va l'offrir, va le vendre, va le mettre à disposition d'autres personnes, bricoleurs du dimanche ou autres, et tout ça, c'est merveilleux. Vous avez parlé de la scénographie. La scénographie, c'est aussi ce qui va se passer entre 18h et minuit avec les artistes. Est-ce que vous travaillez avec eux pour, ce qui n'est pas facile, parce que quand même on est là pour avoir des émotions, on l'a dit au début, faire du spectacle. Est-ce que vous travaillez avec eux pour que les scénographies soient un peu moins gourmandes, je ne sais pas, en écran et donc derrière en énergie? Et puis je prolonge la question avec, est-ce que les artistes, il y en a cette année, il y a M, il y a Pomme, qui sont des artistes engagés, est-ce qu'ils vous poussent un peu à aller toujours plus loin dans côté vertueux?
Tout à fait. Alors là, en fait, on arrive à un problème qui est un problème une question de filière, de secteur de la musique. Donc là, c'est plutôt des sujets qu'on aborde parfois directement avec les artistes, mais pour ceux qui sont engagés, comme vous disiez, M ou POM, mais aussi avec leurs producteurs de spectacles et au niveau aussi des institutions et des organismes professionnels qui nous entourent, que ce soit notre syndicat, que ce soit le Centre national de la musique. C'est-à-dire que du coup, il y a des endroits en fait où on peut discuter, où on peut essayer de voir en fait comment on ménage ces productions de spectacles qui sont parfois pour la recherche d'effets visuels et sonores parfois disproportionnés. C'est aussi de mettre en place des discussions entre artistes aussi, ou entre producteurs d'artistes. C'est aussi pour pouvoir mutualiser des écrans, comme vous le dites là, mutualiser des espaces. Après, chaque artiste a besoin de présenter son spectacle, et donc finalement, ce spectacle, il va aussi être moins impactant parce qu'il va jouer beaucoup ou sur plusieurs dates. Donc voilà, donc ça c'est des équilibres qui sont plus délicats parce qu'on touche à l'artistique aussi. Et donc ça se travaille différemment mais ça se travaille aussi. Donc là cette année on demande en effet on étudie tous les routings des artistes pour voir un petit peu quel est l'impact vraiment sur leur venue d'un point de vue de leur déplacement. Donc là, on n'a pas tout vu de l'ensemble de votre œuvre. Est-ce qu'on peut retrouver, il y a un endroit sur votre site où on peut retrouver un peu tout ce que vous mettez en place? Tout à fait. Du coup, sur notre site, il y a un espace qui s'appelle Francophonie demain. On y parle à la fois de ces choses-là, de nos engagements. On les a listés selon la charte des festivals du ministère de la Culture. Donc ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur les 10 objectifs qui ont été fixés et donnés au festival il y a 1 an ou 2 ans maintenant. On y trouve aussi tout ce qu'on fait en termes de médiation, parce que ça c'est très important. On a le village Franco-Océan qui est en place depuis 2019 et qui est au jardin Popinec et qui propose là de 11h à 18h chaque jour des ateliers de sensibilisation et des associations locales, des démarches un peu nouvelles, des ateliers culinaires en fait, on parlait tout à l'heure mais donc on aime bien en fait se dire que ce que l'on fait bouger dans nos principes d'accueil, ben on les expérimente ou on les explique au village Franco-Océan par exemple. Vous allez en parler. Et puis il y a des conférences, il y a Eric Fotorino qui est le local de Détable avec son magazine Le. Tout à fait. Qui vient. Tout à fait. Qui vient à l'école d'Or. Il s'installe aussi, donc ce qui est rue Saint-Jean-du-Perrot, un kiosque du 1 tous les jours de 10h30 à 18h. On accueille aussi dans cette ancienne école les folies littéraires où c'est des artistes qui ont écrit des livres. Donc ça c'est les folles rencontres qu'on aime beaucoup. Voilà, se dire qu'on peut voir des concerts mais aussi discuter autour de la chanson. Et puis on a le journal du 1 qui est sorti aujourd'hui, le 5 juillet, et qui présente les francopholies d'une manière où on a posé la question, où l'équipe du 1 a posé la question aux artistes, monter sur scène, ça veut dire quoi pour eux? Et donc finalement, c'est aussi, on avait fait par exemple un numéro il y a quelques années qui s'appelait Artistes et responsables. Et donc on est allé poser la question aux artistes pour savoir en fait être responsable, artiste, citoyen, responsable, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? C'est aussi des sujets qu'on aborde dans le cadre du chantier des francopholies et l'accompagnement des jeunes artistes. On a fait un temps fort cette année, là, au mois de mai, avec ces jeunes artistes pour leur dire, ben voilà, comment tu penses ta carrière avec ces sujets-là, à la fois du rôle social de l'artiste, aussi de l'impact de la production de tes spectacles, de la production de ta création. Donc voilà, il y a les discussions avec les artistes de la grande scène, établis, dont je parlais tout à l'heure, qui sont tournés et qui ont des productions importantes. Et puis il y a comment en fait on aborde ces sujets dans le cadre de la formation qu'on propose au chantier, pour que les artistes de demain puissent l'intégrer dès le départ dans leur scénographie, dans leurs principes, qu'ils soient disponibles pour transmettre, qu'ils aient conscience du rôle qui est le leur, de nous faire voir la vie, j'allais pas dire ça en rose, mais en tout cas multicolore. Donner un peu de souffle. Ouais. Et je précise que les Franco, c'est aussi une occasion, le village Franco-Océan, pardon, c'est une occasion de croiser des artistes pour pouvoir échanger avec eux, parce qu'ils viennent participer à des conférences de temps en temps. J'ai souvenir de Ben Mazubé. Tout à fait. Et donc ces conférences-là, pour être tout à fait clair par rapport à ce que vous évoquez, il y aura chaque jour au village Franco-Océan à 12h30 une conférence scientifique, donc vraiment axée sur la question de la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie. Il y aura Camille Etienne qui ouvrira le 12 juillet. Et les endroits où l'on parle, où on donne la parole aux artistes avec Eric Fotorino, ce sera cette année à l'école d'Or.
J'ai la mémoire qui chante et les folies littéraires. Parce que des fois, comme on change de lieu, là c'est pour dire cette année c'est comme ça le format. Parfait. Une question avant les deux dernières qui sont traditionnelles. La transition écologique, c'est aussi la transition écologique et solidaire. Les Franco, ça a son prix. Tout le monde ne peut pas se payer un billet, mais je crois que vous travaillez pour justement inclure. L'année dernière, j'ai en mémoire des jeunes qui viennent, qui ont des billets, il y a eu des billets suspendus. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Alors, j'explique tout ça. Alors déjà, le prix du billet sur Saint-Jean d'Acre, qui est la scène voilà, majeure, est de 50 € pour 4 artistes. Donc au final, ça reste pas cher, quoi. C'est-à-dire du coup, c'est un budget, mais ça reste pas cher par rapport à ce que coûtent les concerts en fait, et d'ailleurs ce n'est pas le prix réel de la place en fait. Si on n'avait pas d'aide, si on n'avait pas beaucoup de partenaires à nos côtés, on ne pourrait pas proposer le prix, ce type de prix sur les billets. Ceci étant, en effet, on a eu bien conscience dès qu'on est reparti en 2022 après la crise Covid que peut-être plus de personnes que habituellement seraient affectées par la crise économique, par l'inflation, et finalement ça se confirme là en 2023. Et donc notre souhait c'était de pouvoir compléter un peu l'action qu'on faisait notamment avec l'association L'Escale, avec le Secours Populaire, de pouvoir offrir plus de places qu'on ne le faisait déjà au public qui avait un moment difficile financièrement. Ponctuellement, c'est ça que je voulais dire. Enfin, en tout cas, ça peut être aussi très ponctuel ces difficultés. Et donc, avec le Secours Populaire, on a mis en place le principe des billets suspendus. Donc, c'est-à-dire que les gens ou les entreprises qui sont nos partenaires ou qui achètent une place peuvent, au moment de leur achat, donner 1 €, 2 €, 3 € et compléter une cagnotte qui permet d'offrir chaque année, là on a fait le point le 28 juin, donc la semaine dernière, une centaine de billets au Secours Populaire. Et ce que je tiens à préciser, c'est que le Secours Populaire, en fait, lui de son côté, demande aux gens qui l'accueillent depuis le mois de janvier quel concert ils veulent aller voir. Et en fait, les billets qu'on remet, ce ne sont pas les billets des spectacles qu'on choisit, mais c'est vraiment d'offrir à une personne le concert qu'elle veut aller voir. Donc cette année, il y aura beaucoup de monde beaucoup ont choisi de venir voir Soprano, souvent en famille, mais on a aussi des gens qui vont voir Ange ou Bertrand Belin à la Coursive. Voilà, donc ça nous fait plaisir aussi de fonctionner comme ça dans puis avec le Secours Populaire et la Sirène, on a fait une opération aussi où on a reversé tous les bénéfices de la soirée au Secours Populaire avec Charlie Winston au mois de mai. Donc en fait, c'est aussi un travail qu'on fait à l'année. On accueille ces publics aussi pendant le chantier des Francopholies pour découvrir les jeunes artistes. Voilà, ça fait très longtemps que ces valeurs solidaires, elles sont là. Elles étaient presque présentes avant même qu'il y ait des déclics écologiques en 2007, on les date à peu près de ce moment-là. Voilà, les Francopholies sont nées en 85, en 98 il y avait le chantier des Franco pour aider les jeunes artistes à émerger, et en 93 il y avait déjà un travail avec l'éducation nationale dans le cadre scolaire pour travailler à partir de la chanson avec les plus jeunes. Donc vraiment tout ça est des choses auxquelles on est naturellement tous très sensibles et donc impliqués, on trouve on cherche des idées, des solutions, voilà. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer ou quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semblerait important de dire? Cette année, on change, alors j'espère que cette vidéo va sortir avant le festival. Cette année, on change notre principe sur les éco-cups. C'est-à-dire que jusque-là, comme beaucoup d'événements, on achetait chaque année de nouveaux éco-cups qu'on marquait aux couleurs des Francopholies, que les gens achetaient quand ils ne venaient pas avec leur propre éco-cup sur site, et puis souvent ils le ramenaient chez eux parce que c'était aux couleurs de l'événement et que ça leur faisait un souvenir. Donc là, on a pris le choix en fait de ne pas faire fabriquer de nouveaux éco-cups, mais de s'appuyer sur un stock qui existe et donc de le louer. Et donc ce seront des éco-cups qui seront neutres. Et donc pour ça, on sait bien que les gens vont être moins friands de les ramener chez eux. Et donc on continue à faire l'appel qu'on faisait ces dernières années, c'est venez avec votre éco-cup. Nous avons tous chez nous de superbes éco-cups sur nos étagères. Aujourd'hui, que ce soit ici, que ce soit à la Sirène, que ce soit à Note-en-Verre, on peut tout à fait, et donc aux Francopholies, on peut venir avec son propre verre, et ce qui permettra et qui évitera à la personne d'en acheter un nouveau. Mais en tout cas, ce qui sera proposé cette année, c'est venez avec votre éco-cup. Si vous n'en avez pas, on vous en vend un sur site. Il n'est pas déconsigné, donc soit vous l'avez acheté, donc vous repartez avec et le lendemain vous revenez, vous le reprenez. Et si vous ne voulez pas le ramener chez vous parce que c'était un achat, voilà, vous pourrez nous le rendre à un endroit spécifique et on se chargera de le laver, de le récupérer et de le remettre en circulation. Donc ça c'est des enjeux.
hyper important pour nous. Tout ça nous demande une logistique de dingue parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont venir avec leur propre éco-cup, combien il va falloir qu'on en récupère, à quel endroit on stocke ces verres. Mais voilà, mais du coup le premier message à passer, pardon, c'est venez avec votre gobelet et repartez avec. Et la fois prochaine, revenez avec votre gobelet pour qu'on arrête les uns et les autres de fabriquer chaque année des gobelets alors qu'on en a maintenant tous beaucoup et on peut justement fièrement ramener son gobelet collector. La dernière question. La transition écologique et solidaire, c'est un impératif. L'objectif, c'est de vivre dans un monde qui soit un peu plus enviable. Et pour le faire advenir, ce monde un peu plus enviable, on part du principe qu'il faut le rêver. C'est quoi votre Rochelle, votre festival des Franco idéal en 2040? C'est notre cap, bien sûr. Parce que c'est loin, mais en même temps, c'est pas loin. En fait, on a la chance incroyable au Franco d'avoir permis à des artistes d'être découverts, de se rencontrer, de venir s'exprimer ici librement, de faire des fêtes avec d'autres artistes. Je pense que ce que j'aimerais, c'est que on a besoin de ces rassemblements autour d'artistes populaires comme on a sur Saint-Jean-d'Acre, c'est une évidence. Mais on a aussi besoin d'endroits plus intimes et d'expériences un peu différentes. Et je crois que le chemin qu'on prend pour 2040, c'est ce qu'on imagine au village Franco-Océan, c'est ce qu'on imagine avec les balades chantées, quand on fait des balades pour 20 personnes dans les rues de La Rochelle où il y aura des petits happenings musicaux. C'est ce qu'on imagine quand on est à l'école d'or, où on discute autour de la chanson. Et donc finalement, j'ai l'impression que ces formes, quand on les observe, elles nous permettent de faire vivre des expériences un petit peu atypiques, avec un nombre de personnes moins importantes, souvent dans des endroits ombragés, en lien avec les sites qui existent. Donc je pense que la transition, on l'a déjà opérée. Souvent aussi, il y a ça, c'est que comment on se rend compte de la transition qui est en cours. Parce que je pense que qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les transitions qui sont pensées, réfléchies, posées, inscrites dans une démarche. Et puis il y a les choses les évidences qui arrivent. Quand il a fallu qu'on trouve un espace pour le village Franco-Océan, on a trouvé ce jardin Bobinec. On avait envisagé le parvis de l'aquarium. On s'est dit, il va faire chaud. On va voir si on peut aller dans le jardin. Et donc, et ça, on ne s'est pas dit, c'est pour la transition. Pourtant, on l'a vu, notre transition. Donc oui, bien sûr, on s'est rapproché d'un endroit plus ombragé. Quand on est dans la cour de l'école d'or, voilà, quand on imagine les balades chantées, je pense que déjà, on est guidé dans nos choix par ce dont on a besoin et puis les situations, chaleur ou autre qu'on vit en tant qu'être humain, quoi. Au Franco 2040, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci.